Faut-il suspendre ou pas l'exécution de l'ordonnance loi du 13 mars 2018 sur la taxe d'accise? En tout cas, la question est sur toutes les lèvres, surtout après l'échange de correspondances entre le directeur de cabinet du chef de l'État et le Premier ministre. L'agence Galaxy Media vous propose de comprendre les enjeux qui entourent ces textes de loi dans la mobilisation des recettes internes par la DGDA. Inauguration en Kamba dans le territoire de Mbanza-Ngungu du centre hospitalier Papa Dianguienda Kuntima par le directeur de cabinet du chef de l'État. Cet ouvrage qui rentre dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République a été supervisé par le Bureau central de coordination BESECO. Et puis la 52e conférence des ministres africains des finances, planification et développement économique se déroule à Marrakech au Maroc sous les thèmes la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique. Les détails vous seront donnés par nos envoyés spéciaux au pays de Mohamed VI. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de cette édition du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Patience Vumili Yabokole Tamboué. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Instruction et contre-instruction sur la suspension ou non de l'exécution de l'ordonnance loi du 13 mars 2018 sur la taxe d'accise. C'est ce que l'on peut dire de la correspondance du directeur du cabinet de chef de l'État demandant la surséance de l'application de ce texte de loi et la réponse du Premier ministre qui instruit le ministre des Finances de la poursuite par la DGDA de la collecte de cette taxe. La taxe relevant des produits d'accise est essentielle pour la douane congolaise, surtout avec la suppression prochaine des barrières douanières dans les cadres des conventions sous-régionales. Je vous propose de suivre cet élément de Michel Wangi Lokwa. À la suite de la lettre de membres du regroupement des industries en République démocratique du Congo adressée au chef de l'État, le directeur de cabinet de ces derniers a demandé la surséance de l'exécution de l'ordonnance loi du 13 mars 2018 sur la taxe des accises et préconise les concertations avec les acteurs concernés. Dans sa réplique, le Premier ministre, soucié de voir le recette de la DGDA vaciller par cette décision, instruit plutôt le ministre des Finances de veiller à ce que la DGDA puisse continuer à collecter cette taxe. Dans les faits, le code des accises, c'est la résultante des concertations laborieuses entre les institutions de l'État qui voyaient déjà un horizon sombre sur les recettes douanières collectées par la douane congolaise en perspective de la suppression des frontières douanières dans le cadre de l'intégration régionale étant donné que la RDC est membre des organisations économiques sous-régionales. La taxation des produits de grande consommation fabriqués sur les sols congolais ou importés devient le dernier rempart aux yeux du législateur pour la DGDA afin de prétendre mobiliser encore le 40% des recettes du budget de l'État. C'est pourquoi l'article 3 du Code des accises donne une liste de près de 80 marchandises considérées comme produits d'accise. Des produits brassicoles et tabacicoles en passant par le carburant et les produits cosmétiques, voire même des véhicules de transport. Cependant, sur le terrain, la perception de la taxe devient difficile. Pour cause, les taux de prélèvement des produits d'accise restent à ce jour faibles, caractérisés par la non-maîtrise des statistiques. Les opérateurs industriels, étant eux-mêmes juges partis, communiquent les statistiques erronées à la DGDA. Aujourd'hui, la douane de la RDC doit être dotée des moyens techniques suffisants, une sorte de terminal électronique pour prélever au niveau des chaînes de production les statistiques et les communiquer en temps réel. Il en sera de même pour le secteur des télécommunications. Les membres du regroupement des industries en République démocratique du Congo ont adressé une correspondance au chef de l'État pour la surséance de ces textes de loi devaient reconnaître que c'est le consommateur final qui supporte la charge et non l'unité industrielle qui est en réalité que les redevables légaux. Au demeurant, en droit, les lois et règlements administratifs ne peuvent être abrogés, annulés ou suspendus que par un texte ayant la même valeur juridique. Dans les cas d'espèce, c'est une autre ordonnance loi qui devrait annuler l'ordonnance loi du 13 mars 2018 qui continue toujours à produire ses effets.
Dans quelques jours, sauf imprévu, 2 nouveaux parkings bétonnés de la DGDA à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga seront ouverts aux véhicules à l'import et à l'export. Pour assurer la protection et la propreté de ces 2 beaux ouvrages, les gestionnaires souhaitent que quelques centaines de mètres des aires opérationnelles du côté zambien soient aussi bétonnés, mais pour faciliter l'évacuation des véhicules et autres procédures douanières si nécessaire, à la mobilisation des recettes douanières, l'installation d'un portique électronique à la frontière entre la RDC et la Zambie s'impose aux yeux d'experts et partenaires de la DGDA, dont Trafigo. Les détails dans cet élément de nos envoyés spéciaux Clément Passy et Guilain Mouzembe, rendus par Priska Sekana Kinzonzi. Si, au jour d'aujourd'hui, la Direction générale de douane et axes DGDA s'apprête à inaugurer très prochainement ces 2 parkings bétonnés à l'import et à l'export à Kasumbalesa, elle ne compte pas s'arrêter là. Pour une bonne protection de ces ouvrages, les responsables de la douane congolaise, ses experts et partenaires ont exprimé l'idée de bétonner aussi quelques centaines de mètres de l'autre côté de la frontière zambienne. Une bonne idée, certes, mais qui nécessite des discussions à caractère administratif et diplomatique entre Kinshasa et Lusaka. On a demandé que le contour de ces infrastructures-là soit bétonné. Donc les accès venant de la Zambie vers la RDC soient bétonnés pour éviter que les camions rentrent avec de la boue à l'intérieur des parkings et que ces parkings-là ne soient plus valables à cause des couches de boue qui pourraient les recouvrir un peu de temps. On va se référer à qui de droit. On va se référer à qui de droit. Nous avons un gouvernement responsable qui va pouvoir gérer cette question dans le cadre diplomatique pour que le plus tôt que possible la solution soit trouvée. Le fonds et les entreprises pour l'exécution du projet de bétonnage des quelques mètres des aires opérationnelles du côté zambien sont déjà disponibles. Toutefois, pour faciliter les procédures douanières à Kasumbalesa et garantir les intérêts des uns et des autres, le directeur général de la douane congolaise, Deoro Guizamagira, et son staff ont approuvé le programme d'installation d'un portique électronique à la frontière entre la RDC et la Zambie. C'est un outil de travail très efficace qui a exigé pour sa manipulation une formation spéciale d'agents de Trafico au pays et à l'étranger. C'est le premier portique électronique d'Afrique centrale. Il va fonctionner avec du RFID. Il est là pour lire les plaques et ensuite les tracer et les facturer sans que l'opérateur économique ne puisse descendre de son véhicule. Et dès qu'il est passé en dessous du portique, immédiatement, le RFID est capable de lire l'identité du camion et donc de le qualifier et de pouvoir le facturer immédiatement. Non seulement de le facturer, mais également de le tracer, de savoir, par exemple, combien de fois cette plaque-là étrangère est rentrée chez nous et si elle est effectivement ressortie aussi dans les délais qui lui sont imposés. Et donc, il y a beaucoup d'avantages à ce portique électronique. Et il existe déjà ailleurs et il fonctionne déjà ailleurs. Et donc, ce portique électronique peut faire tout ce travail dont je vous ai parlé en 6 secondes seulement par plaque. Donc, quand vous comptez sur un camion, vous comptez par exemple un camion double trailer, ça va prendre 18 secondes pour qu'il soit complètement pris en charge. Une très belle expérience de partenariat public-privé réussie en matière de la numérisation de services et procédures dans la mobilisation des recettes de l'État que Trafigo veut, peut et est prêt à partager avec d'autres institutions étatiques en RDC comme dans d'autres pays africains. Une ambition, une vision managériale noble et patriotique que Trafigo ne s'est pas cachée.
La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des DGRAD a organisé du 18 au 21 mars 2019 au centre Béthanie de la commune de la Gombe un atelier relatif à la révisitation de l'arrêté du ministre des Finances portant sur les modalités de paiement et de répartition de la rétrocession due aux administrations et services d'assiette. Au bout de 3 journées de concertation, les parties prenantes ont pu produire un nouveau projet d'arrêté. Muriel Makiessé et Fonfan Makitou nous en disent plus dans ce reportage. 3 jours ont suffi au cadre de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de DGRAD, aux membres de la délégation syndicale ainsi qu'aux représentants des services d'assiette pour harmoniser leurs vues au sujet de l'arrêté du ministre des Finances du 31 décembre 2018. Ceci porte sur les modalités de paiement et de répartition de la rétrocession due aux administrations et services d'assiette. En fait, il y avait un arrêté qui avait été signé par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le 31 décembre 2018, et que compte tenu de certaines spécificités qui ont été relevées par le service d'assiette et les délégués syndicaux, son Excellence, Monsieur le ministre, avait instruit la DGRAD pour qu'avec le service d'assiette et le banc syndical, que nous puissions examiner ensemble, que nous puissions revisiter les dits arrêtés. Les résultats que nous avons pu réaliser, c'est qu'à ce jour, nous avons, avec tous les experts des services d'assiette et les délégués syndicaux, nous avons produit un projet d'arrêté que nous allons soumettre à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, et aussi d'essayer de collecter certaines préoccupations des services d'assiette. 10 articles contenus dans cet arrêté ont fait l'objet de révisitations, à l'instar de l'article 1er qui stipule que les administrations ou services d'assiette bénéficient d'une rétrocession de 5% des recettes globales réalisées au cours de chaque mois. Ces travaux de concertation entre les parties prenantes ont abouti à la production d'un projet d'arrêté à soumettre à l'appréciation de l'autorité compétente. L'Assemblée dit que ce produit devrait revenir, n'est-ce pas totalement à la DGRAD, mais ça devrait être équilibré, comme la loi le dit, 5% pour la DGRAD, 5% pour les services d'assiette. Alors il y en a qui disent, même si on n'a pas constaté liquidé, mais ces recettes sont comptabilisées quand même par les services d'assiette, et par le fait que la DGRAD est contrainte par la loi d'informer aussitôt après avoir procédé à l'ordonnancement d'office, informer le service d'assiette pour qu'il puisse comptabiliser ces recettes, n'est-ce pas? Parce que, étant donné que ces recettes proviennent des actes reconnus officiellement et légalement à ces services-là. Il y a des contraintes que nous avons trouvé des solutions par rapport à la répartition. C'est une répartition équitable. Le but, c'est pour mettre une mise au clair par rapport à cette motivation. C'est une motivation due aux recettes réalisées par les administrations et services publics. Et donc, il y a des agents qui y vont, qui martèlent pour que le trésor public puisse percevoir dans chaque ministère sectoriel. Et ces agents doivent être motivés par le trésor public. Et c'est pourquoi le ministre a jugé bon. Chose dite, chose faite, nous avons quand même trouvé des ententes par rapport à ça. Et voilà que nous avons proposé maintenant au ministre un projet d'arrêté de répartition de paiement de la rétrocession. Le service d'assiette qui interviennent à l'étape de la constatation et de la liquidation et la DGRAD qui procède à l'ordonnancement et au recouvrement sont obligés de renforcer leur collaboration dans le but de maximiser les recettes non fiscales de l'État, conformément aux vœux du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous Service, qui évolue en République démocratique du Congo, a fait sa demande d'agrément à l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA. Son directeur de l'audit, Dimitri Irié, a déposé le mardi 19 mars 2019 les documents des demandes d'agrément au siège de cette institution à la Gombe. Jean-Louis Miaswekama et Céline Boumba y étaient présents.
Les jours se succèdent dans les bureaux de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, et apportent leur lot d'entreprises du secteur qui sollicitent leur agrément. Ce mardi 19 mars 2019, c'est Sunu Assurance IARD RDC qui présente son dossier de demande d'agrément aux autorités de l'ARCA. Dimitri Irié, directeur de l'audit, présente des documents de demande d'agrément et remet le dossier de synthèse au directeur général ad interim de l'ARCA, Alain Kaninda. Sunu Assurance a sollicité l'accompagnement du cabinet Ernst & Young, représenté à cette séance de travail par Ikumumpia, Senior Manager Advisory. Sunu Assurance et ARD RDC disposent pour conquérir le marché congolais d'un capital de 8 millions de dollars américains, entièrement souscrit et libéré, détenu à 100% par Sunu Participation Holding SA. C'est le minimum exigé par la réglementation des assurances. Cette séance sérieuse et studieuse s'est faite dans un climat convivial et de totale confiance. Alors l'accueil était très chaleureux, convivial. Il nous permettait d'entrevoir même des lendemains meilleurs pour le métier de l'assurance, parce qu'il est nécessaire effectivement pour un régulateur d'être très attractif dans la relation avec les promoteurs. Et nous pensons que l'ARCA est sur le bon chemin. Et il permettra à ce métier-là ou à ce secteur de l'activité de se développer harmonieusement. Dimitri Irié a donné les motivations de son groupe pour aller à la conquête du marché des assurances. En fait, nous sommes un groupe qui est très intéressé par le marché de la RDC, dans la mesure où notre vision était d'accompagner les populations africaines dans leur développement, et sécuriser tout ce qui leur est cher. Dans ce cadre, depuis 2016, nous avons déjà créé la société et nous étions en attente de l'ouverture effective du marché par la régulation et une notification claire des éléments à fournir pour pouvoir commencer à opérer sur le marché de la RDC. Le haut cadre de Sunu Assurance IARD RDC a levé un peu le voile sur la stratégie de son groupe à mettre en place en RDC. Ce marché est un marché qui en lui-même les germes du dynamisme de tout le continent africain. Et nous avons pensé à accompagner les populations en leur offrant dans un premier temps les produits d'assurance classiques. Là, nous sommes sur les branches non-vie, donc ce sera principalement de l'automobile, de la multirisque professionnelle pour les entreprises et j'en passe, la santé aussi. Et pour y parvenir, compte tenu de l'étendue du territoire et du dynamisme de la population, nous allons procéder par une innovation, notamment dans notre approche, dans la distribution des produits d'assurance, mais aussi par le développement de solutions mobiles. Au terme de cette séance de travail, le directeur général ad interim de l'ARCA, Alain Kaninda, s'est dit prêt à examiner le dossier de Sunu Assurance. L'ARCA compte encore franchir un pas de plus dans la libéralisation du secteur des assurances en RDC en publiant les premiers agréments dans les semaines à venir. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Rendons-nous à présent dans le Congo central où le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, a inauguré jeudi 22 mars 2019 le centre hospitalier Papa Dianguienda Kuntima à Kamba, dans les secteurs de Timonsi, territoire de Mbanza-Ngungu. Cette infrastructure sanitaire construite selon les standards internationaux a pour maître d'ouvrage le ministère national de la Santé dans le cadre de son projet d'équipement
d'équipement des structures sanitaires, PES, et maître d'ouvrage délégué, le Bureau central de coordination BESECO. Ouvrage réalisé dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Reportage Jean-Louis Niaswekama et Fanfan Makitoudoma. Mbanza-Ngungu, chef-lieu du district des cataractes dans le Congo central. Cette route mène à Nkamba à 73 km. À quelques kilomètres de la cité de Nkamba se trouve le centre hospitalier Papa Diangienda Kuntima. Voici les premiers bâtiments construits sous son initiative à partir de 1980. À côté s'érigent maintenant les édifices du centre hospitalier et du centre d'imagerie, construits selon les normes internationales. Il est 9 h ce vendredi 22 mars 2019. 5 heures après, c'est une ambiance de grande fête avec l'arrivée du représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, petit-fils du prophète Simon Kimbangu. Le directeur de cabinet, Vital Kamerhe, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a fait le déplacement pour cette inauguration. La communauté kimbanguiste de Nkamba, principal bénéficiaire de ces infrastructures, a tenu par ses différentes autorités à remercier le chef de l'État et à lui formuler ses demandes en matière de santé par son chef de département kimbanguiste de la santé, Dr Verlin Pouloulou Fouengue. Avant toute chose, nous tenons à rendre nos hommages le plus mérité au chef de l'État, président de la République. Les départements kimbanguistes de la santé, DKS en sigle, remercie successivement le ministère de la Santé publique en sa qualité de maître d'ouvrage, les bureaux centrales de coordination BESECO, maître d'ouvrage délégué qui a assuré de manière continue la supervision et les suivis techniques et financiers des travaux de construction de ces bâtiments. Néanmoins, nous ne pouvons laisser passer inaperçus les besoins supplémentaires et urgents pour le bon fonctionnement de cet édifice, à savoir un groupe électrogène de 100 kVA pour sécuriser les appareils électroniques, un numériseur pour la qualité de service en imagerie, enfin, un forage d'eau pour assurer le maintien de la salubrité de l'hôpital. Nous sollicitons du président de la République l'extension et la modernisation de l'hôpital général de Kimbantseke en y incorporant le service spécialisé tels que l'ophtalmologie, la dermatologie, la dentisterie, la cardiologie, la neurologie, ainsi de suite pour desservir la population des districts de Tchangou, estimée à plus de 2,5 millions d'habitants sur environ 10 millions que compte la ville de Kinshasa. Le représentant légal de l'église kimbanguiste a tenu à remercier les autorités du pays par la voix d'un membre de son cabinet, Maître Rita Lukembadio. Le ministre de la Santé, Olié Lunga, a retracé l'historique du centre hospitalier Papa Diangienda Kuntima. En partageant avec vous la prophétie qu'avait faite Papa Diangienda. En fait, il a inauguré la première aile le 16 juin 1980. Et lorsqu'il avait inauguré l'aile le 16 juin 1980, il avait vu son œuvre, il était heureux, mais il se disait que s'il avait les moyens, il aurait construit quelque chose de plus grand. Puis est venu le moment du discours du représentant personnel du chef de l'État, qui a placé le cadre de cette inauguration dans le programme des 100 jours du président de la République. En effet, Monsieur le ministre, vous vous souviendrez que je vous avais invité à une réunion à la présidence pour que vous puissiez me donner votre contribution, l'état de la question, mais aussi comment ensemble nous pouvons à très court terme envisager des actions à impact visible. Le tribun Vital Kamerhe a évoqué d'autres réalisations en Nkamba. Je voudrais vous annoncer que les travaux de la route qui part de Mbanza-Ngungu jusqu'à Nkamba ont commencé avant-hier. Et ça doit se terminer dans les 100 premiers jours. Nous venons d'inaugurer le poste et de transporter du courant du barrage jusqu'à
dans cette agglomération. Le moment tant attendu arrive enfin avec l'inauguration du nouveau bâtiment du centre hospitalier Papa Diangienda Kuntima en compagnie de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et voilà, s'ensuit la visite avec les explications de Jean-Claude Goma, chef de projet au niveau du BCK. Même exercice avec le centre d'imagerie, coupure du ruban symbolique et visite guidée. Ces infrastructures ont pour maître d'ouvrage le ministère de la Santé et pour maître d'ouvrage délégué le Bureau central de coordination BCECO. Le département kibanguiste de la Santé, DKS, en est l'agence locale d'exécution. Elles ont été réalisées sous fonds propres du gouvernement de la RDC à hauteur de 488 443,85 $ américains. Ils comprennent une guérite, une salle d'attente pour visiteurs, un hall de causerie sanitaire pour les CPM, les vaccinations, les bâtiments pour la maternité et les soins avec du mobilier en bois. À l'extérieur, il y a un incinérateur, un bloc sanitaire, une fosse à placenta, construite également selon les normes de protection environnementale. Le service d'imagerie médicale est une première dans la contrée et est doté de matériel dernier cri avec des pièces et des salles en nombre. Cet ouvrage géré par le BCECO entre dans le cadre du projet d'équipement des structures sanitaires PES. Son secrétaire exécutif national, Dr Thomas Kataba, tout comme Théophile Matondo, directeur général du BCECO, et Gaspard Kabongo, directeur technique de cette institution, ont été intraitables quant au respect par les assemblées locales d'exécution des standards internationaux pour la construction et l'équipement du centre hospitalier qui fait déjà la fierté de la communauté kimbanguiste. Les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges comme cette patiente. Avec ces nouveaux bâtiments, ce sont également les conditions de travail qui s'améliorent pour le personnel médical. Le projet d'urgence de 100 jours du chef de l'État a permis au PES comme au BCECO de terminer cet ouvrage. Actualité africaine, à présent, la réunion des experts des pays africains en prélude de la 52e session de la conférence des ministres africains des finances, planification et développement économique s'est ouverte le mercredi 20 mars à Marrakech, au Maroc. Pendant 3 jours, soit de 20 au 23 mars, ces experts ont échangé sur les différents défis qui se dressent au continent africain et la possibilité pour les pays africains d'atteindre les objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030 et par ricochet l'agenda 2063. Reportage de nos envoyés spéciaux au pays de Mohamed VI, Rosette Mamba, Poloto et Landrine Nyangi Lostine. La 38e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique a été lancée le mercredi à Marrakech, au Maroc. La cérémonie a connu 2 temps forts, la cooptation des membres du bureau pour un mandat de 5 ans en remplacement de l'ancien bureau dirigé jusque-là par le Soudanais El Sagig Beket Il-Faki. Avant de céder le bâton de commandement au secrétaire général du ministère marocain des Finances et Économie, il a exhorté les pays du continent africain à adopter l'ère du numérique pour élargir sa base de revenus et créer des emplois des jeunes afin de relever des défis. Prenant la parole au nom du Royaume des Maroc, le nouveau président du comité d'experts s'est dit honoré par cette marque de confiance, souhaitant que les 3 jours d'échange soient constructifs afin de préparer pour les ministres des résolutions et une vision capable d'amener les pays africains à réaliser les objectifs du développement durable d'ici 2030 et en même temps l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous, en tant qu'experts, nous partons d'un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Aujourd'hui, les études existent. Elles ont été faites par la Banque mondiale, par un certain nombre d'institutions
qui ont clairement établi le lien, une causalité entre bonne gouvernance, qualité des hommes et des femmes qui mettent en œuvre les politiques et résultats obtenus. Et donc, bien entendu, les choses évoluent, elles évolueront. Et nécessairement, à un moment ou à un autre, c'est des choses qui s'imposeront à tous les pays parce que, bien entendu, au-delà de tout ça, il y a une population qui a des attentes. Et à un moment donné, la nécessité de répondre à ces attentes devient un impératif. Et elle passe par la bonne gouvernance, par le fait que des hommes de qualité, des femmes de qualité prennent en charge la gestion de la chose publique. Quant à la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe, elle a assuré que les pays africains sont à même d'accroître les ressources pour financer leur développement. L'exemple de l'Afrique du Sud et du Rwanda est éloquent, car ils sont aujourd'hui en mesure de tirer profit des nouvelles technologies pour accroître la collecte des recettes. En réalité, une économie typique africaine prélève environ 16% de son PIB, à l'exception du Maroc qui en collecte à ce jour 25%. Alors que selon elle, l'Afrique a un énorme potentiel et prometteur. Avec une population croissante en âge de travailler, des terres arables abondantes et surtout une multitude d'autres ressources. Toutefois, pour garantir la mobilisation des ressources publiques et les investissements de qualité nécessaires au changement structurel, il faut des politiques réactives et susceptibles de favoriser le rendement et de permettre aux économies de participer pleinement à un monde de plus en plus interconnecté. 3 exposés axés sur l'évolution récente de la situation économique et sociale de l'Afrique et les progrès réalisés dans les domaines de l'intégration régionale en Afrique ont clôturé cette première journée. Une attention particulière a été accordée au thème de l'année, à savoir la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'heure du numérique, une stratégie pour l'Afrique. Retour au pays, combien d'entreprises existent-il en République démocratique du Congo? Comment sont-elles réparties selon leur secteur d'activité à travers les différentes provinces? Quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques? Quelle est la place de la femme au sein de ces entreprises? Bref, comment se présente la cartographie complète de ces entreprises exerçant leurs activités en République démocratique du Congo? Martin Louvengo Moka du recensement général des entreprises nous parle du secteur productif, biens et services, au micro de Fabien Douboulou Bakayaka. Les unités économiques, c'est quoi? C'est toutes les unités exerçant des activités sur l'ensemble du territoire national. Le RGE s'intéresse seulement les producteurs de biens et services marchands. C'est comme ça qu'on a délimité que le RGE ne s'intéresse que maintenant que les unités localisées. Mais il y a des exceptions de localisées. Il y a des exceptions, il y a des unités importantes qui ne sont pas localisées. Prenons par exemple un vendeur de bois, un dépôt. Est-ce qu'il doit avoir un endroit localisé, il va mettre? Non. Donc ça, on les prend. Un quado, un ajusteur, ce qui veut dire là, on les prend. Et en ce qui concerne les coiffeurs sont localisés. Donc là, on les prend parce qu'ils sont dans une salle. Ceux qui sont dehors, sous l'arbre en train de coiffer, ça, nous ne les prenons pas. Donc il doit y avoir quelque chose à l'intérieur, là où ils font la coiffure. Les écoles privées, les écoles conventionnées, c'est un service marchand. Vous voyez que les non-marchands, nous laissons. Il y a ce qu'on appelle les centres de santé et les pharmacies. On peut dire les centres de santé, ainsi de suite, mais vous voyez ce qui se passe en RDC. J'ai fait ma pharmacie, mais j'écris à côté ONG. Mais ONG, c'est quoi? C'est sans but lucratif. Même si la pharmacie a écrit ONG, nous les prenons. Si l'hôpital, on a écrit ONG, nous les prenons parce que c'est un service marchand. Nous éliminons tout ce qui est l'État, nous éliminons les ONG, mais pas tous les ONG. Tous ceux qui ont fabriqué ONG, qui produisent des biens et services marchands, même si on a écrit ONG, nous les prenons.
Donc nous avons d'abord conscrit le secteur économique, c'est quoi? C'est toutes les activités économiques qui exercent ces activités dans le pays. Pendant plus d'une année, il faut être localisé, résident dans le territoire et faire des activités de biens et services pour les tiers, l'économie, que ce soit pour la consommation intermédiaire ou soit pour l'exportation. Il y a le recensement actuel qu'on appelle le repérage. On veut identifier, dénombrer les activités qui existent pour connaître seulement l'importance des activités qui résident dans notre territoire économique. Pour le moment, ce que nous observons, c'est d'abord savoir ce que chaque entreprise fait. Quelle est son activité actuelle? Est-ce qu'il fabrique de pain? Est-ce qu'il produit des portes? Est-ce qu'il construit des maisons? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Combien d'entreprises qui construisent des maisons? Combien de boulangeries qu'il existe? Donc, on veut connaître les activités et les classer. Pour chaque branche, on sait que maintenant, il y a autant d'entreprises dans cette branche-là. C'est ça qui va nous permettre de savoir l'importance de notre économie parce que les résultats que nous allons faire la cartographie économique, la carte économique, pour savoir maintenant la densité dans chaque ville. Parce que c'était très important, sinon nous resterons toujours, il y a des provinces qui vont avancer et les autres ne vont pas avancer. Alors, il faut donner à l'État pour savoir quelles sont les activités réparties dans chaque province. Et ensuite, les éléments qu'on aura encore, puisque nous avons une grande population, nous devons connaître exactement chaque entreprise emploie combien de travailleurs. C'est important. Quand nous voulons lutter contre la pauvreté, il faut savoir quelle est la population qui est salariée, qui travaille salariée ou indépendant, qui travaille dans les activités économiques. Comme ça, on connaît exactement les niveaux de la pauvreté parce que nous allons connaître exactement ceux qui sont indépendants, ceux qui sont salariés, et ensuite nous pouvons déterminer avec d'autres enquêtes qui existent dans notre pays, on peut déterminer évidemment le niveau de la pauvreté de notre pays. Il faut aussi avoir les informations, est-ce que ces entreprises que nous allons rencontrer, est-ce que ces entreprises propriétaires des étrangers ou bien ce sont les nationaux? Et ensuite, quelles sont les entreprises qui appartiennent aussi à l'État? Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les statuts juridiques. Nous devons connaître exactement la répartition de ces entreprises-là pour qu'on sache privés, nationaux, étrangers et l'État. Ça, c'est une donnée également. Et puis, nous allons aussi connaître exactement cette entreprise est localisée où. Donc, voilà, en gros, les statistiques que nous allons essayer d'avoir dans le cadre de notre enquête, notre recensement général des entreprises. Température économique à présent. Sur le marché de biens et services, le prix de la plupart des denrées alimentaires de grande consommation ne font que prendre de l'ascenseur dans un contexte socio-économique morose. Voici les tendances des prix des quelques denrées collectées par Philon Cholet sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 23 mars 2019. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires sur les différents marchés de Kinshasa. Hausse des prix des haricots dans les différents marchés de Kinshasa. Un écolo appelé communément Ebundeli qui coûtait 1300 francs congolais se vend actuellement à 1800 francs congolais, soit une augmentation de 500 francs congolais au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où le prix est passé de 1400 francs congolais à 2000 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il s'est négocié à 2200 francs congolais, une hausse de 600 francs congolais par rapport à la semaine passée. Cette hausse du prix de haricots est due par une diminution de stock dans les différents dépôts du marché de Kinshasa. Baisse de prix du poisson chinchard sur les différents marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de 18 plus 30 kg a connu une baisse
de 78 000 francs congolais à 77 500 francs congolais, soit une réduction de 500 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Baisse également au marché central où le prix a chuté de 79 000 francs congolais à 78 600 francs congolais, soit 400 francs congolais de moins. Au marché Zigida, il se négocie à 78 400 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, le prix du carton de 18 plus 30 kg a reculé de 77 800 francs congolais à 77 600 francs congolais, soit baisse de 200 francs congolais. Cette baisse du prix des poissons est due par son abondance sur le marché quinois. À propos des produits secs, le prix d'un écolo de maïs est resté stable d'une semaine à l'autre à 1500 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le prix d'un écolo de foufou a connu une baisse, chutant de 1200 francs congolais à 1000 francs congolais, soit une baisse de 200 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida, où le même écolo de foufou a reculé de 1200 francs congolais à 900 francs congolais, soit 300 francs congolais de moins. Au marché Gambela, il coûte 1000 francs congolais. Du côté l'huile végétale, le prix d'un bidon de 10 litres a connu une légère hausse, passant de 25 300 francs congolais à 25 600 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus. Hausse également au marché central, où le prix est passé de 25 200 francs congolais à 25 800 francs congolais, soit une augmentation de 600 francs congolais par rapport à la semaine passée. Stabilité au marché Zigida, où le produit a gardé son prix de la semaine dernière à 25 000 francs congolais. Au marché Gambela, pour obtenir un bidon de 10 litres, il faudra débourser 26 300 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec la viande, dont le prix d'un carton de TS 20 kg n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 190 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Baisse au marché central, où le coût de ces produits a baissé de 185 500 francs congolais à 185 000 francs congolais, soit 500 francs congolais de moins. Il a reculé de 186 100 francs congolais à 185 800 francs congolais. Et au marché Gambela, il se vend à 185 500 francs congolais. Voilà donc les tendances de prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 18 au samedi 23 mars 2019 sur le principal marché de la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Et puis, l'Institut national de la statistique, INES, de son côté, nous fournit les informations sur le taux de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 18 au samedi 23 mars 2019. Muriel Makiessé pour les détails. Les céréales et les fruits causent légère hausse des prix sur les marchés. L'inflation hebdomadaire du 18 au 23 mars 2019 est de 0,043% au niveau national et 0,036% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,879% au niveau national et 1,026% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 3,864% au niveau national et 4,523% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 5,345% au niveau national et 5,308% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix de pains et céréales, de poissons, des fruits et de quelques vêtements. Sur le marché de change, au samedi 23 mars 2019, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa, 1660 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux est depuis plusieurs semaines à 1600 francs congolais le dollar américain et 1650 francs congolais dans plusieurs supermarché de la capitale. À Boendé, dans la province de la Chuapa, le dollar américain s'est négocié à 1625 francs congolais, 1630 francs congolais et le taux constaté à Bunia, dans la province de l'Ituri. Même taux observé à Kananga, dans la province du Kasaï central. Le billet vert s'est changé à 1635 francs congolais à Likasi, dans la province du
du Haut-Katanga, 1640 francs congolais à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Enfin, le pic du taux d'échange en province a été constaté à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, où le billet vert s'échangeait à 1650 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 23 mars 2019. Tendance baissière du cours du pétrole à Londres, négocié à 68,17 $ le baril, soit une baisse de 0,19%. Par contre, tendance haussière à New York, où le baril a valu 60,21 $, soit une hausse de 0,35%. Le cours du cuivre a reculé de 0,56%, se négociant à 6 433 $ la tonne métrique. Baisse également pour le cours du cobalt, évalué à moins 3,23% dans la tonne, s'est négocié à 30 000. Le prix de l'or a connu une augmentation de 0,40%. L'once du métal jaune s'est négocié à 1312,70 $. Côté principaux produits céréaliers, la tendance est aussi haussière. La tonne de maïs a coûté 378 $ avec une augmentation de 1,89%. Hausse également pour le cours du riz, négocié à 11,21 $, soit une hausse de 3,99%. Et le blé a clôturé la semaine au vert en hausse de 2,08%, se négociant à 466 $ la tonne. Moins 1,95% pour le cours du cacao, négocié à 2159 $, plus 1,23% pour le cours du coton, négocié à 0,77 $, et enfin, moins 2,85% pour le cours du café, négocié à 0,94 $. Nous terminons cette émission par la finale du tournoi inter-entreprise qui a opposé la douane congolaise à l'entreprise de télécommunications Orange ce samedi 23 mars 2019 au terrain Safak dans la commune de la Gombe. Michel Wangi, Céline Boumba étaient présents. Le tournoi Foot Business Challenge a opposé 11 équipes dont 9 entreprises relevant du secteur public et privé et des équipes venues des associations. Après l'élimination directe de plusieurs équipes, la finale a opposé le football de la DGDA vêtu en bleu-jaune à celle de la société de télécommunications Orange, ici en blanc. Le foot club de la société Orange a ouvert le score à la 8e minute de la première mi-temps. Puis, le score sera aggravé à la 28e minute. À la mi-temps, la société Orange menait par 2-0. En seconde période, les hommes de Deorugu Zamagira ont opté pour un jeu de petites passes. La tactique finira par payer juste à la reprise en obtenant un penalty, puis les Gablots vont ajouter le deuxième but. Égalité parfaite, les deux équipes jouent les prolongations. Le troisième but des douaniers sera marqué juste à la dernière minute de la première mi-temps de la prolongation. Le score restera ainsi jusqu'au dernier coup de sifflet. Score final, 3-2 en faveur des joueurs de la DGDA. Le président du comité sportif de la douane congolaise, John Vita, réagit. Dorénavant, nous remercions le directeur général de nous avoir permis d'assister à cette compétition. Pour bien travailler, il faut être en forme. Et pour être en forme, il faut pratiquer le sport. Raison pour laquelle la haute hiérarchie investit beaucoup dans l'humain que nous sommes. Et nous dirigeons, ça fait plusieurs années, le comité sportif de la douane. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Parce que les douaniers ont compris qu'il faut pratiquer le sport. Et nous ne cesserons jamais de fournir beaucoup d'efforts pour les amener à pratiquer le sport. Les douaniers visiblement requinqués sont déterminés à remporter tous les trophées qui seront mis en jeu au cours de cette année. Voilà qui met terme à cette édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis à partir de la cité sainte de Kamba. Nous sommes là dans la province du Congo central. Excellente suite de programmes en compagnie de cette chaîne. Au revoir.